les flots des rivières se seraient déchaînés pour ne laisser derrière eux qu'une poignée de miraculés. Pour se dresser face à ce déluge, un homme, aussitôt désigné comme le souverain providentiel, le fondateur de la civilisation primordiale, Yu le Grand. Cette fable a longtemps permis aux autorités de l'Empire du Milieu de légitimer leur pouvoir centralisateur. Les Xia auraient été les ancêtres communs de tous les Chinois, selon la légende. L'exposition Parfums de Chine, une exposition de trésors du musée de Shanghai et du musée de Tchernouski à Paris, réunit 110 objets. Cette exposition, elle a été réalisée en dialogue avec ces deux musées pendant près de 3 ans. Alors, quelle est l'origine d'un tel projet ? Nous avons des relations anciennes de musée à musée et souvent nous travaillons autour d'un domaine précis comme la peinture, comme l'archéologie, mais travailler sur une matière éphémère, sur une matière volatile comme le parfum, eh bien c'était l'occasion justement de traverser les époques en nous intéressant à tout type d'objets qui pouvaient être impliqués dans la culture du parfum et aussi d'aborder des aspects aussi bien artistiques que sociaux qui sont liés aussi à la conception du corps, à la conception de la religion et des rites. Donc c'était un sujet extrêmement riche qui était aussi inspiré par un phénomène social très récent en Chine et très intéressant qui est un phénomène de redécouverte de cette culture de l'encens, puisqu'effectivement aujourd'hui on s'intéresse à ces encens anciens, on s'intéresse à leurs composants naturels, qu'ils soient d'origine végétale ou animale. Et ça me semblait très intéressant de pouvoir justement établir un pont entre le public français et le public chinois autour de cette question du parfum qui bien sûr en France a aussi suscite un intérêt particulier. L'un des aspects de la culture du parfum dans la Chine ancienne, c'est que nous sommes obligés de nous séparer de cette idée, de cette un peu contemporaine, qui est la domination de l'idée du parfum sous forme liquide. C'est-à-dire que le parfum, c'est se parfumer en vaporisant un parfum liquide. Et c'est quelque chose qui, évidemment, n'a pas du tout dominé dans l'histoire du parfum en Chine. C'était quelque chose d'ailleurs qui, même dans l'histoire du parfum dans d'autres cultures, n'était pas du tout la manière la plus importante. Et donc, c'est aussi, il faut commencer par là. Il faut commencer par se dire qu'on rentre dans une autre sphère où le parfum à brûler est plus important. Mais il y a d'autres formes encore de se parfumer. Souvent, on porte le parfum sur soi. C'est-à-dire qu'on choisit des matières comme de l'ambre gris ou bien des matières parfumées végétales qu'on porte sur soi dans une bourse à parfum, par exemple. Les hommes comme les femmes pouvaient avoir sur soi ce type de sachet à parfum. L'exploration de ces recettes de parfum de la Chine ancienne était intéressante, enfin, en tout cas pour moi, à double titre. On avait connaissance de certaines matières premières, d'autres qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, la manière dont ils utilisaient le parfum, puisque ce sont des manières presque ancestrales, puisque le parfum a ses perfumums, on laissait se consumer les différentes matières mélangées, et d'autre part, il y avait aussi, sur une recette, il y avait une absorption. Qu'on pouvait aussi avoir dans différentes parties de son intérieur, et cela pouvait aussi aller plus loin, puisque dans la conception chinoise du corps et de la médecine, le parfum a son importance.
Et on le trouve aussi bien dans toutes les recettes anciennes qu'on a pu aborder pour préparer cette exposition. Eh bien, on a trouvé certaines recettes qui indiquent comment justement le parfum pouvait pénétrer progressivement le corps si on l'ingérait. Donc c'était des pilules parfumées qu'on ingérait et puis c'est écrit de manière très précise dans les textes anciens. On voit qu'au bout d'un certain nombre de jours, eh bien, la laine devient parfumée, puis ensuite l'intérieur du corps, et puis ensuite le corps progressivement commence à émaner du parfum. Donc on voit que c'est quelque chose qui aujourd'hui nous est un petit peu étranger, mais c'est quelque chose qui, dans la conception du corps dans la Chine ancienne et prémoderne, était encore quelque chose d'important, puisque le très grand roman de la dernière dynastie, Le rêve dans le pavillon rouge, montre de très nombreux exemples de ces cas justement où médecine et parfum sont intimement associés. L'exposition présente 2000 ans de l'histoire de l'encens en Chine. Et on voit qu'au cours de ces 2000 ans, nous avons retenu 4 moments forts. Le premier temps, de la dynastie des Han à la dynastie des Tang, regroupe presque de 1000 ans d'histoire qui sont marqués tout d'abord par l'ouverture de la route de la soie, qui permet de voir l'arrivée en Chine de parfums venus d'Asie du Sud-Est, d'Inde ou du monde moyen-oriental. Donc on voit que c'est l'encens au Liban, c'est le bois de santal qui arrive en Chine dès l'ouverture de la route de la soie sous les Han. Et puis ensuite, bien sûr, l'arrivée du bouddhisme a un rôle très important dans le renouvellement de la culture de l'encens, en valorisant les offrandes d'encens, en particulier les offrandes faites au Bouddha. Cette culture se renouvelle de manière très forte pendant le second temps fort que nous avons choisi de montrer, la période Song et Yuan, qui est marquée par l'émergence de la culture lettrée, c'est-à-dire ces personnages qui sont des fonctionnaires qui ont la culture et le pouvoir est fondé sur l'éducation, sur le livre. Et ce sont des personnes qui ont développé une conception savante du parfum, en déjà développant les connaissances botaniques sur les différents composants du parfum, mais aussi qui ne vont pas hésiter à eux-mêmes se considérer comme des créateurs de parfums. Donc ces lettrés qui sont des calligraphes, qui sont des poètes, sont aussi des personnes qui créent des parfums, et on en a des témoignages à travers les poèmes et leurs écrits. Donc ça, c'est un moment vraiment, un autre âge d'or de l'art du parfum en Chine. Ensuite, nous avons 2 autres temps qui correspondent aux 2 dernières dynasties, la dynastie des Ming et la dynastie des Qing, où la culture du parfum, finalement, peut-être ne connaît plus de révolution. Elle
fait fond sur tout ce qui a été inventé à l'époque des Song, et en même temps elle va se renouveler, en particulier du point de vue général de la culture de l'encens, par des formes différentes. L'un des points peut-être qui marque beaucoup la culture matérielle de la dernière dynastie, c'est que justement l'encens sous forme de bâtonnet, qui est la forme aujourd'hui la plus courante quand on pense à l'encens oriental, eh bien, elle s'est imposée très très lentement. Elle existe déjà sous les Song, mais elle reste minoritaire. On lui préfère des petites billes d'encens, on lui préfère des petits pains d'encens. Et par contre, cette forme de bâtonnet d'encens, elle va donner lieu à la création d'objets, de matières et de formes très diverses pour la dernière dynastie. Donc, ce sont en partie des objets que l'on peut voir derrière moi, et qui sont des objets de forme oblongue, qui sont créés par exemple en bambou, en jade, dans de nombreux matériaux précieux, et qui sont toutes, qui sont soit des tubes, et qui sont tous liés justement à l'encens en bâtonnet, mais ce sont des matières qui sont très précieuses. À côté de ça, il y a des usages qui sont beaucoup plus populaires, puisque on peut voir aujourd'hui, comme il y a 100 ans en Chine, eh bien, tout un chacun, en pénétrant dans un temple, va acheter des bâtonnets d'encens, faire ses dévotions et puis ensuite les planter dans un brûle-parfum en face du hall principal.